Oui, enfin, on peut dire ça. Mais néanmoins, quand tu construis justement le miroir de Cassandre, qui est un livre, entre guillemets, qui peut parfaitement se passer à notre époque, sauf qu'il y a quelque chose à côté, le résultat d'une expérience qui change tout, mais on se rend compte qu'il y a des espèces de déformations subtiles de la réalité, et puis des années après, parce qu'il y a quand même 3 ans maintenant, on commence à lire des choses en se disant, mais tiens, j'ai lu ça dans le bouquin de Bernard, mais je n'avais pas lu avant. Et on s'aperçoit que petit à petit, on a presque l'impression que la réalité t'a lu et qu'elle a dit, tiens, c'est sympa comme idée, je vais l'appliquer. Ça fait un peu agaçant. Ça te fait quoi comme effet de te dire qu'il y a peut-être Dieu le Père qui est abonné à tes bouquins et qui dit, non, là, le futur, là, il y a une idée chez Bernard, je vais le mettre tout de suite, là, j'ai pas d'idée, je vais faire trop. Merci, mais non. Non. J'arrive pas à l'avoir, il n'a absolument aucun orgueil, cet homme. Ça va venir. Tu fais ça, Patrick Poivre d'Arvor, il dit, oui, d'ailleurs, moi-même. Qu'est-ce que ça, Poivre d'Arvor, déjà? Non, pas. Non, il y avait un moment, parce que en 1988, j'ai fait l'Empire des Anges, et la première scène, c'est un Boeing qui rentre dans un building, raconté par la personne qui voit arriver le Boeing en face. Et donc, en 2001, il y a l'attentat, et du coup, je me suis dit, tiens, j'écris une nouvelle d'un bonhomme qui écrit des choses dans son roman de science-fiction, et puis ça se produit, et puis au fur et à mesure, je dis, mince, je vais écrire d'autres choses dans mon roman, parce que si ça se produit vraiment, ça serait quand même très embêtant. C'est-à-dire qu'il se demande si le fait de l'écrire n'a pas une influence sur le réel. Et j'ai écrit cette nouvelle, je me suis aperçu qu'il y a tellement de choses à en tirer que je la mets de côté pour en parler plus tard. Mais le vrai thème de cette nouvelle, c'est la responsabilité de l'auteur, point barre. C'est-à-dire ce qu'on raconte, des histoires de petits lutins, de magiciens, de gens qui ont des pouvoirs et tout, c'est posé dans un livre. Est-ce qu'on est responsable de ce que ça peut entraîner? Donc tu disais, Dieu lit les bouquins. Imagine, je te prends au mot, Dieu me dit, j'ose plus rien écrire. Je me dis, mince, d'abord, qu'est-ce qu'il va penser des bouquins? Il va trouver ça nul. Ensuite, tu imagines s'il a cherché une dédicace? Non, on est bloqué. Mais le concept de quelle est notre responsabilité sur ce qu'on écrit me semble un concept vraiment passionnant. Et peut-être qu'on a beaucoup de pouvoir, et peut-être qu'on ne le mesure pas, peut-être qu'on n'est pas assez responsable de ce qu'on écrit. Et toutes ces choses-là, j'ai envie de le visiter dans un roman futur. Mais je crois que le pouvoir d'un livre est bien plus important que ce qu'on croit. Déjà pour une raison, c'est que moi je vais crever, je vais me transformer en viande et en fertilisant pour plantes dans normalement au maximum 50 ans. Et le livre va rester. Donc ça veut dire que le livre a un plus grand pouvoir, c'est comme si j'avais donné naissance à une entité qui a potentiellement un pouvoir immortel, alors que moi je suis mortel. Donc ça veut dire que cette entité immortelle, j'ai intérêt vraiment à la soigner, parce que si elle se met à vivre longtemps et qu'elle n'est pas bien ou qu'elle diffuse des mauvaises idées, ça peut faire du mal, et si elle diffuse des bonnes idées, ça peut faire du bien. Donc il y a une responsabilité de l'auteur par rapport à l'œuvre, mais il faudrait voir ça différemment. Comment dire? Il y a une responsabilité de savoir quel impact va avoir un livre sur une société, sachant qu'il peut avoir un impact positif, il peut avoir un impact négatif. Et je crois qu'il y a des livres qui mettent les gens mal à l'aise. Quand ils seront lus dans 2000 ans, ils recréeront le même malaise, et d'autres qui peuvent faire du bien, et quand ils seront lus dans 2000 ans, qui vont nous faire du bien. Et nous ne mesurons pas souvent, nous, auteurs, ça. C'est-à-dire on ne se sent pas responsable, on se dit juste, tiens, on met ça pour rigoler. Ou on met ça parce qu'on se dit, tiens, ça va faire un effet bizarre avec cet autre chapitre. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur la portée de nos écrits. Mais tu as pas peur que dans ces cas-là, il y ait justement un retour de bâton de gens qui viennent te voir, vous n'avez pas le droit d'écrire ça? Parce que c'est une chose aussi en tant qu'auteur, on réclame une espèce de liberté absolue, de dire si je veux aller très loin dans mon livre, ou si je veux même faire une expérience de pensée, nos livres sont des expériences de pensée, ce sont des univers dans lesquels on joue à dire et si, eh ben à ce moment-là ça se passerait comme ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui lève le doigt en disant on est désolé Bernard, mais t'es gentil, mais tu vas me faire ça, bisounours. Oui, mais normalement, il n'y a que nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, qui avons des comptes à nous rendre. C'est vrai que n'importe qui peut vous dire tiens, tel chapitre je l'aime pas et vous devrez écrire votre roman. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas accorder ce pouvoir extérieur à quelqu'un de vous dire vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Et par contre, il faut avoir soi-même une sorte de comportement chevalier Jedi, en train de se dire ok, chacun de mes gestes doit avoir une conséquence, je réfléchis à sa portée. C'est plutôt un code, cette question me permet de redéfinir ça un peu mieux, c'est plutôt un code d'honneur de l'écrivain qui est conscient de la portée de son travail au cas où ce travail diffuse,
plutôt qu'un droit accordé à n'importe qui de dire « Attends, ça va pas, tu devrais écrire autrement ». Sinon, là, on tombe sur la censure, c'est autre chose. Mais ce code d'honneur, par contre, je trouve qu'il devrait exister. Moi, par exemple, il y a un bouquin qui m'a créé un malaise, c'est American Psycho. Vous avez vu ça? Et je rencontre une personne qui me dit « Moi, j'ai lu American Psycho, ça m'a envie de tuer des gens ». Je me dis, bah tiens, c'est marrant, moi j'ai bloqué, c'est rentré en blocage quelque part. Et après, il y a encore une autre personne qui me dit, moi ce bouquin m'a donné envie de tuer, et une autre. Alors du coup, j'ai continué à lire, et j'ai compris que c'est la manière de parler de l'acte de tuer son prochain, qui, étant dans un monde descriptif et dans un système de l'accumulation de détails, fait qu'au bout d'un moment, on est à l'aise avec le meurtre. Et ça, c'est une performance de l'artiste, mais je crois que c'est aussi une responsabilité de l'artiste. Je suis certain qu'il y a des personnes qui, quand ils ont lu ce livre, ont eu le petit plus qui leur a permis le passage à l'acte qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas lu le livre. À ce moment-là, est-ce que l'auteur est responsable? Je n'ai pas de réponse. Je dis juste que ça devrait faire partie du code Jedi, qui est-ce qu'on ne bascule pas dans le côté noir de la force en abusant du pouvoir du livre? J'ai pas de réponse. C'est un vaste débat, je crois qu'on n'a pas de réponse. Et le problème, la seule inquiétude que j'ai, c'est que j'entends quand même un certain nombre de groupes de pression dire il faut faire interdire les Harry Potter parce qu'on voit des enfants essayer la magie noire, il faut faire interdire les ceci. C'est pour ça que c'est pas la censure que je parle, c'est le code d'honneur. C'est un code d'honneur, et ce code d'honneur, il n'y a que l'auteur lui-même qui peut le définir pour lui-même. Mais maintenant, il faut qu'il ait envie de le faire. Il y a une différence, toi, je dirais, par rapport à d'autres auteurs, c'est que tu as un pacte avec ton lecteur, tu as une manière de communiquer avec ton lecteur, de lui fournir de l'information, qui fait que tu sais assez bien ce que le lecteur va ressentir de ton livre. Alors qu'un certain nombre d'auteurs qui n'ont pas cette chance-là ou qui travaillent différemment, ils ne sont pas nécessairement conscients de tout ce que le lecteur va faire de leur livre. Parce qu'un livre, ça n'existe que quand vous lisez. Hein? Toi, tu as écrit ça, mais ça, tant que ça reste debout sur une table, ça n'existe pas. Quand il y a quelqu'un qui le lit et qui, à partir de ça, fabrique l'histoire dans sa tête, à ce moment-là, le livre se met à lire. Donc c'est un travail symbiotique entre toi, le producteur, et le lecteur qui le lit. Et c'est vrai que tu es capable d'être beaucoup plus conscient de ce que le lecteur va ressentir. Tu le pilotes mieux, ou tu lui donnes mieux, ou tu sais mieux emballer tes cadeaux. Mais il y a des gens qui voit que tu n'as pas lu tes livres. Dans tes livres, c'est encore mieux. Oui, mais moi, quand je me lis, je veux dire, je ne me lirai jamais comme un lecteur me lit. Je me lis comme le producteur, je ne me lis pas comme le promoteur. Non, mais je crois que tous les auteurs de science-fiction ont cette envie, c'est de prévoir le... Est-ce qu'on en a le talent? C'est ça le problème. Toi, ce talent-là, c'est-à-dire cette capacité de mettre en scène les choses d'une manière à ce que ce qui est vu, ce qui est ressenti, c'est ce que tu as voulu provoquer. Non, on n'a pas tous. Hein. Alors, tu as une lisibilité, une rapidité que tout le monde n'a pas. Alors, la seule chose, c'est embêtant, si tu me fais des compliments, je déteste ça. Bon, je suis désolé, en fait, ça c'est mieux. Ouais, ah, merci. En plus, c'est beau. Alors, pour caler les armoires, c'est pas du tout pratique. Ouais. Enfin, non, ce qu'il y a, c'est que moi, je travaille en image. Et quand j'écris un livre, c'est un film. Or, l'image, c'est le sens le plus immédiat. Et je pense qu'il y a des auteurs qui travaillent en musique, qui travaillent dans l'audio, c'est la musique des phrases. Il y en a qui travaillent dans les images, et il y en a qui travaillent dans les sensations tactiles ou dans les odeurs. Moi, je suis plus dans l'image parce que c'est aussi un goût pour le cinéma et pour quand j'écris un film, un livre, pour moi, c'est exactement vrai que j'écrivais un film. C'est juste, je vais décrire ce que je vois dans ma tête. Maintenant, ce travail sur le visuel, je crois, est perçu par chacun différemment. Il serait intéressant de voir, tu dis que je maîtrise ça, je crois que je ne maîtrise pas du tout. Ce qui serait amusant à faire pour n'importe quel auteur, ça serait de donner à tout le monde à lire un livre, et après on les prend un par un, on leur dit, allez-y, racontez-moi ce que vous avez lu dans le livre. Et je crois qu'on serait très surpris, parce que chaque lecteur a vu une histoire différente. Et même, il y a des moments où on s'apercevrait qu'il y a des lecteurs qui n'ont pas vu la même fin, qui n'ont pas vu les mêmes personnages, et si on les interroge, ils finissent par raconter un truc qui n'a rien à voir avec le bouquin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le livre est quelque chose, comme tu disais, qui interagit avec le lecteur, mais l'action du lecteur peut être beaucoup plus importante que le texte lui-même. Et on s'en aperçoit notamment quand on lit 2 fois un livre. Il y a des moments, il y a des livres qui vous ont émerveillé, et vous avez un souvenir, une émotion énorme, et vous le relisez 10 ans plus tard, et vous demandez, mais c'est quoi le truc qui m'a plu là-dedans?
et vous cherchez et vous ne comprenez pas. Mais en fait, si je devais donner la réponse, c'est que je crois qu'un bon livre est un miroir. C'est un miroir où le lecteur va se retrouver lui-même. Le texte ne sert qu'à l'aider à se retrouver. Maintenant, à l'instant T1 où il se regarde, et ça crée un émerveillement, et à l'instant T plus 10 ans, T plus 10 où il se regarde, il ne voit pas le même bonhomme. Et du coup, il y a un moment où il dit chouette, hein, c'est un livre de jeunes, et là c'est un livre de vieux, alors c'est le même texte. J'ai cet effet, je vais vous raconter ça parce que c'est un déchirement sur Fondation d'Asimov. Je suis en train de relire Fondation d'Asimov, et je ne comprends pas pourquoi ce livre m'avait à ce point chamboulé la tête quand j'avais vu ça. Quand j'avais vu ce livre, ça a été une révolution. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, écrit tout ce qui m'importe. Penser à l'espèce humaine, penser à l'avenir de comment tout va évoluer, vivre avec ces personnages, les crises de Sheldon, tout ça. Mais j'avais adoré ce truc. Je le relis, je trouve que le fait qu'on change tout le temps de personnage fait qu'on est complètement largué, et qu'en dehors du concept de psycho-histoire, le bonhomme ne tient pas très bien sa barre. Je ne sais pas me permettre de critiquer le grand maître, ou alors peut-être c'est ça l'émancipation, c'est le moment où on se permet de critiquer le grand maître. Mais maintenant, je dirais, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est ce que j'ai retrouvé, que je voulais écrire déjà en germe, que j'ai vu dans ce livre. Peut-être que des gens auront ça, pareil avec les fourmis. Et ils reliront les fourmis, ils se diront, mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? À l'époque, j'avais bien aimé ça, maintenant, ça me semble nul. Ça fait partie du risque de l'auteur, qui doit être assumé, mais ça fait partie aussi de cette chose qui est, dans le livre, il y a le lecteur, dans le bon livre. C'est-à-dire, le bon livre, en fait, le lecteur doit vivre avec les personnages, il ne doit pas vivre avec l'auteur. L'auteur doit disparaître. C'est pour ça que quand tu me dis des choses gentilles, je suis très gêné. Et c'est parce que normalement, nous, on est les montreurs de marionnettes, on montre des marionnettes, mais on ne doit pas nous voir, nous. Et même le fait qu'il y ait ma photo en 4e de couve, chaque fois je demande que ça soit enlevé. Mais bon, c'est pas toujours accordé parce que l'éditeur, lui, pense que c'est mieux, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'on doit être derrière, on doit juste dire, aimer nos personnages, vivre avec nos personnages sont vivants alors que nous, on va crever. Et quand un bon livre, oui, ça, c'est pas étanche. Voilà une structure. Voilà un travail de structure, le type a merdé. On reconnaît une merde dans la structure au fait que ça prend l'eau à un moment. Vous avez dû tous lire des romans qui prenaient l'eau. Et surtout que sinon ça s'accumule là-dedans, à un moment donné, c'est exactement ce que je pensais. Eh ben, s'il y avait une douche, s'il arrivait une douche, on aurait une sorte d'effet de surprise finale, ce qui voudrait dire que l'ensemble de cette conférence fonctionne comme un bon roman. Et donc, si je pourrais s'approcher avec des ciseaux, je vous préviens, moi je cours. Hein. Je fais partie des personnages qui ne restent pas jusqu'au bout pour vivre leur destin. Mais le concept de miroir me semble très intéressant pour tous les livres. Et je dois vous dire, sur les fourmis, j'avais compris ça en faisant le coup de la cave. Quand je fais le coup de la cave, le personnage dit: ce que j'ai rencontré au fond de la cave, c'est la représentation de ce qui me fait le plus peur. Dès le moment où vous mettez cette phrase, vous tombez sur ce qui fait le plus peur au lecteur. Et le lecteur, il a vu son monstre à lui. Et pour chaque lecteur, son monstre est différent. Donc à ce moment-là, on est en force, parce que le lecteur, sans le savoir, a créé une partie du roman. Et une fois que j'ai mis 12 ans à comprendre ce truc, c'est l'idéal, en fait, c'est pas que ce soit l'écrivain, que ce soit le lecteur qui écrive le roman qui lui convient et qu'il a envie de lire. Et ça, c'est la plus grande disparition, la plus grande humilité de l'auteur. Mais en même temps, pour moi, le bon écrivain est l'écrivain qui va jouer tout le temps avec l'imaginaire du lecteur et non pas avec le sien. Par exemple, vous dites, il arrive dans une femme qui est sublime. Le lecteur, il voit tout de suite soit sa mère, soit sa femme, soit sa maîtresse, soit son idéal féminin. Il y a une image qui arrive. Si vous dites, elle était blonde avec des yeux verts et avait un petit nez retroussé, c'est pas forcément le fantasme du lecteur. Donc, on est faible. Il y a un moment, il faut jouer avec le lecteur comme partenaire de création et lui laisser une grande place. Quand j'avais donné une conférence, un atelier d'écriture, et j'avais dit, si vous ne savez pas comment démarrer un roman, démarrez avec cette phrase: il ouvrit la porte et recula de surprise. Dès le moment où on écrit cette phrase, il ouvrit la porte et recula de surprise, en fait, on est déjà dans une dynamique d'écriture. Premièrement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose qui le surprend. À ce moment-là, tout le monde a en tête quelque chose qui pourrait le surprendre. Ensuite, pourquoi il ouvre la porte? Il aurait peut-être mieux fait de ne pas l'ouvrir.
puisque ce qui fait reculer surprise, c'est quelque chose de terrifiant. Et enfin arrive la troisième question, c'est qui ce type? Et dès le moment où on a ces trois questions, qu'est-ce qu'il voit, pourquoi il ouvre la porte et c'est qui? En fait, déjà, on a envie de donner au lecteur de passer à la ligne suivante, dans laquelle on va apporter progressivement des informations. Mais il ouvrit la porte et recula de surprise, c'est la phrase de dynamique réussie, et à la limite, si on ne dit pas ce qu'il voit, si on ne dit pas qui il est, et qu'on arrive à tenir 300 pages, eh bien ça veut dire que le lecteur va entièrement écrire le roman. Par contre, il faut écrire des choses sur 300 pages, mais dans lesquelles on ne dit pas qui il est, et on ne dit pas ce qu'il voit. C'est le principe aussi d'Alien, parce que maintenant il passe Prometheus. Alien, pourquoi ça marchait si bien? C'est parce qu'on ne voyait pas le monstre. Dès le moment où on voit le monstre, on sait, il est affreux, mais il est identifié. Et dès le moment où il est identifié, on a moins peur. Et d'ailleurs, Alien 2 marche beaucoup moins bien qu'Alien 1, parce que le monstre est identifié. Et donc, le travail du romancier consiste à réveiller le monstre chez le lecteur et lui faire vivre avec, en influant un tout petit peu, mais en n'empêchant pas le lecteur de vivre et avec son fantasme sexuel, et avec son monstre, et avec toute la galerie de personnages qu'il a envie de faire revivre lui-même par rapport à sa propre vie. Justement, pour illustrer ce que tu dis, je vais lire 10 lignes, les 10 premières lignes du Miroir de Cassandre, vous voyez, pour montrer qu'il fait vraiment comme ça. Première phrase, peut-on voir le futur? Le jeune homme franchit la porte de fer. Il s'avance lentement et se tient debout sur le bord du sommet de la tour Montparnasse. Sous lui, 210 mètres de vide. Il fait nuit, les étoiles palpitent, les bourrasques sont froides et très bruyantes à cette altitude. Il se penche. En bas, au-delà des ténèbres, les voitures circulent comme des colonnes d'insectes lumineux impatients. Vertige glacé. Sur le cadran de sa montre à gousset s'inscrit probabilité de mourir dans les 5 secondes, 63%. Il a ouvert la porte, il va mourir dans 63% de chance, il est sur le point de sauter, on s'arrête. Si avec ça vous n'avez pas envie de continuer, c'est pas la peine de lire Bernard Werber. En fait, merci, tu sais, j'ai pas de mémoire. Donc au moment où tu l'as lu, le texte, je l'ai pris comme il prend le lecteur. Et je me disais juste, il y a quand même le coup du pourcentage. Et quel chiffre j'ai mis? Et c'est marrant parce que dans ma tête, ça court à toute vitesse en même temps que me raconter ça. Parce que je suis très lecteur en même temps. C'est-à-dire qu'on me raconte mon propre livre, je me fais prendre moi-même. Et je me suis dit, pourvu que je ne me prenne pas sur le chiffre dont tu parlais. Et quand tu as dit 63%, je me dis, ça c'est le bon chiffre. Je veux dire pourquoi c'est le bon chiffre. Parce que si j'avais mis 80% ou 90%, ça veut dire en gros il va crever. Si je mets 50%, ça veut dire que je n'ose pas prendre de décision, et si je m'en dessous, ça veut dire qu'il va s'en tirer. Donc il faut un chiffre qui inquiète un tout petit peu, mais pas trop. Si je mets 75, c'est un chiffre bâtard entre 50 et 100, et 63, parce que c'est 6, donc c'est quand même proche de 50, c'est presque un tiers de tiers. Ouais, c'est un truc, c'est une sorte de chiffre d'indéfini. C'est-à-dire je laisse la possibilité au lecteur de dire, bon, il a passé les 50%, mais il est vraiment loin des 100%. Et voilà, pourquoi ça devait être 63%? Je me dis, prouve-lui, quand tu disais ça, je me disais, quel chiffre j'aurais mis? J'aurais mis entre 60 et 65, pas plus 63. Donc ça veut dire que le cerveau a repris le même chemin qu'au moment de la création, et je suis arrivé au même résultat. Donc tu es assez d'accord avec Werber, mais le plus drôle, c'est que, vu que j'ai pratiquement la maladie d'Alzheimer en permanence, quand j'ai revu Les Fourmis, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle arrive au personnage. Et je me fais avoir mes propres romans. C'est le grand avantage de perdre la mémoire. Alors, je dois vous dire une chose. J'ai eu une discussion avec ce garçon, Jean-Claude Vignac, il y a quelques temps. Cette discussion me hante depuis 15 jours. C'est quoi? 3 semaines à moi. 3 semaines. Et cette discussion, je vais en faire un roman, cette discussion, parce que c'est l'avantage aussi de se faire des copains dans le métier, c'est qu'on s'enrichit mutuellement. Cette discussion, c'est que c'est mon complémentaire cosmique. Vous me voyez tous les deux, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment découvrir son travail. Et il a un problème qui est le contraire du mien, c'est que moi j'oublie tout et lui il retient tout. Et il retient tout, c'est-à-dire qu'il se rappelle de tous les instants de sa vie, il se rappelle de tous les visages et de tous les noms. Moi j'oublie tout. Par moments, je ne me rappelle plus des noms des gens de ma famille, je ne me rappelle plus des prénoms de mes amis, et même le matin, mon propre visage m'étonne. C'est-à-dire, je suis dans un système de rafraîchissement permanent qui commence à m'inquiéter quand même un peu.
Alors, pour l'instant, j'arrive encore à parler. Peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai réellement la maladie d'Alzheimer, et dans ce cas, pas réellement, mais ça sera plus avancé. Mais pour l'instant, c'est un terrible inconfort. Et ça me semble, c'est une trouille, j'ai réellement peur d'oublier. Et Jean-Claude me dit, et moi, ma souffrance, c'est de tout mémoriser. Et j'avais jamais pensé à ça, que tout mémoriser, c'était un handicap, tout comme tout oublier. Alors tu peux nous parler de ça un peu? Ça a été une chose, la discussion était intéressante parce que, effectivement, il me dit quelle chance tu as de te souvenir de ça. Et je lui dis, tu sais, me souvenir des gens alors qu'eux-mêmes ont oublié, c'est me souvenir de gens qui sont morts. Et je lui ai donné un exemple. J'ai une épouse avec qui je suis depuis 31 ans, donc ça fait quand même un bail. On a vécu des choses extraordinaires. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, elle dit, tiens, je n'ai jamais mangé de truffes. Et là, il y a une espèce de coulée glacée qui me tombe derrière la colonne vertébrale, parce que lorsque je la courtisais, lorsque j'essayais vraiment de la draguer, il n'y a pas de mot, mon père qui était médecin m'avait donné une truffe, et je lui ai préparé l'omelette aux truffes de sa vie, c'est-à-dire les œufs très frais qu'on va vraiment ramasser au cul de la poule, comme on dit chez nous, qu'on met autour de la truffe pendant 2 jours pour qu'à travers la coquille, la truffe passe. Ensuite, vous râpez la moitié de la truffe, puis vous les coupez en tranches l'autre moitié, vous préparez votre omelette d'une certaine façon, et vous la roulez, et vous lui servez le soir avant le déjeuner l'omelette aux truffes de la mort préparée avec les petits rondelles de truffe. Et elle vous mange ça, elle vous regarde les yeux en disant, j'ai jamais rien mangé aussi bon, c'est extraordinaire. 21 ans plus tard, elle ne s'en souvient plus. Et moi, j'ai le souvenir de cette femme que j'ai aimée, à qui j'ai fait la cour, à qui j'ai fait ce truc. Et cette femme-là n'existe que pour moi. Et donc, je lui ai dit, je suis amoureux de quelqu'un, en plus de toi, qui est toi, mais qui n'est plus toi pour toi. Et donc, je suis amoureux de plein de personnes que j'emmène avec moi, et toi, tu es la dernière. Et bonjour, mais il y en a eu plein avant toi que j'ai aimé, et ces personnes-là, tu ne t'en souviens plus. Et donc, j'ai une espèce de collection de souvenirs de gens qui ne sont plus là. Et on apprend à vivre avec, mais c'est pas si facile que ça. Donc, tu vois, ça n'a pas que des avantages.